D'habitude, ça passe. C'est bien. Bonjour à tout le monde. Oui. Donc, on va continuer sur cette. Allez-y. Vous voulez que je mette ça ? Donc, vous allez voir des choses peut-être un petit peu plus variées que ce que voient tous les cardiologues tous les jours, parce que je ne me suis pas cantonné à ce qu'on laisse traîner dans les différents vaisseaux quand on fait de la cardiologie interventionnelle, mais je pars un peu de notre activité qui est un peu radiologique, qui, je pense, à laquelle vous pouvez être confronté dans certains cas, parce que ça peut rendre service. Et l'idée, c'était surtout d'essayer de voir quels sont nos échecs de retrait et si on peut les prévoir, les expliquer et les comprendre. Alors, comme vous avez vu, il y a pas mal de choses qu'on peut laisser traîner dans les vaisseaux après être passé par là. Et en plus des ombrelles et stents dont on vient de parler, moi, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on peut voir, les cathéters centraux, des guides, les filtres caves, on en a parlé, et puis d'autres choses un peu plus particulières, en se concentrant plutôt sur le problème des échecs de retrait. On passe avec ça. Très rapidement, une petite revue de la littérature. Moi, je ne me suis pas fatigué, j'ai pris une méta-analyse récente là, qui a été faite par Schechter, qui a regroupé 135 publications, dont la grande majorité, c'est des cas isolés. Et puis, il y a, je crois, je ne sais plus combien, quelques séries, un petit peu plus d'une dizaine, qui sont entre 5 et un peu plus de 100 patients. La grande majorité, c'est quand même des chiffres relativement modestes. Comme vous le voyez, la majorité des corps étrangers qui sont retirés par les radiologues ou les cardiologues d'ailleurs, parce que c'est un geste qui finalement n'est pas très compliqué, ce sont des cathéters veineux, c'est ce qu'on appelle les porte-à-4, les chambres implantables, avec un taux de succès qui là est élevé, qui est de l'ordre de plus de 95%, mais il y a quand même quelques échecs et je crois que c'est important pour nous de savoir pourquoi il y a de ces échecs dans les retraits de porte-à-4. Et puis après, vous voyez ce qui vient en deuxième, c'est tout le matériel qu'on utilise en endovasculaire. Et les taux d'échec les plus importants, c'est sur les retraits de filtres caves. Heureusement, les filtres caves, on en met quand même de moins en moins. Et des retraits de filtres caves définitifs, pratiquement, il y a très longtemps qu'on n'a pas eu à en faire. Voilà, vous voyez globalement, donc, ce qui est un peu remarquable, c'est que les taux d'échec sont beaucoup plus importants dans les case reports que dans les séries, probablement parce qu'on rapporte plus ces cas-là. Notre expérience ici, elle porte, c'est pas forcément exhaustif parce que je n'ai pas forcément répertorié tout ce qui a pu se passer par geste interventionnel quand c'est très simple, mais j'ai recensé un peu plus de 130 procédures avec un taux de succès global qui est 93%, ce qui est à peu près rapporté dans la littérature, et des taux d'échec qui sont plus marqués. Je pense qu'on ne peut pas trop tenir compte de Coyle, Swan, etc., parce que c'est des chiffres pas très importants, mais essentiellement, on voit qu'avec les ombrelles, on a un petit peu plus d'échecs, de retrait, mais je pense que ça s'explique par une volonté de ne pas forcément essayer de les retirer. Alors, les porte-à-4. Les porte-à-4, c'est ce qu'on retire le plus, c'est les chambres implantables, très souvent qui cassent à la jonction avec le boîtier, soit lors d'une tentative de retrait par le chirurgien parce qu'on a décidé de l'enlever, soit parce que c'est comme ça et qu'il y a une raison X qui fait que ça s'est cassé. Ils migrent n'importe où dans le territoire veineux, peuvent aller dans l'artère pulmonaire, ils peuvent se bloquer dans l'oreillette, les veines, enfin peu importe, on voit un peu de tout. Il faut les enlever parce qu'il y a un risque infectieux d'une part, et puis il y a un deuxième risque qui est un risque embolique qui n'est pas négligeable, j'y reviendrai un petit peu après. Les seules conditions dans lesquelles on peut se permettre de ne pas les enlever, c'est en fonction du contexte chez les patients qui ont éventuellement une espérance de vie très limitée. Le taux de succès de retrait par une technique simple, qui est la technique du lasso, est très élevé, 95%, mais il y a quand même quelques échecs et il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, très rapidement sur la technique, le lasso en général ça suffit. Parfois on est obligé de le mobiliser, le porte-à-4, pour le dégager d'un endroit où il est bloqué. On prend une piquetelle, on le bouge et on le récupère ailleurs. Pardon. Les causes d'échec, grossièrement dans notre expérience, il y a 3 causes principales. La première, c'est... Ça tourne pas ? C'est peut-être des images fixes. Non, il n'y a pas que des images fixes normalement. La première, c'est parce que le matériel est extravasculaire. Et ça veut dire qu'il faut simplement bien regarder le dossier
Quand on vous propose un patient pour retirer un porte-à-4, de bien imaginer où il est. Vous voyez l'exemple premier, indiscutablement le porte-à-4 était extravasculaire. Le chirurgien nous l'avait adressé en nous demandant de le retirer parce qu'il n'avait pas réussi à l'enlever. Gentiment, pour pas que le porte-à-4 aille plus loin, il avait fait un nœud à la peau. Donc pour le retirer en endovasculaire, ça devenait un petit peu compliqué. Et en fait, nos chirurgiens l'ont enlevé sans aucun problème. Ça, c'était pas la peine de le mettre en salle de cathé, en gros. La deuxième cause d'échec, c'est lorsque le porte-à-4 n'a pas d'extrémité libre en intravasculaire. Là aussi, c'est important de le mettre en évidence. On voit très bien ici, sur cet exemple-là. Ça marche, ça? Ouais. Vous voyez l'extrémité du porte-à-4 est en fait au sein d'une zone probablement de thrombose, d'endothélialisation. On n'a même pas essayé de l'enlever. Nos chirurgiens l'ont enlevé, là aussi, sans aucun problème. Pas la peine de perdre de temps là-dessus. La troisième cause, c'est un peu particulier. Ça, c'est un patient avec une histoire un peu particulière, un porte-à-4 qui avait été laissé en place, qui a migré dans l'artère pulmonaire. Ce patient a développé un CPC thromboembolique sévère, avec des lésions distales, qu'on avait discuté au stade de Bicêtre, et on avait dit, c'est une indication d'angioplastie, et en même temps, vous retirez le porte-à-4. Pas de problème. Le malade arrive, on le met sur la table, on dit, on va retirer le porte-à-4. Manque de peau, le porte-à-4, il n'était plus là. Pardon, mais il avait migré, je vais y arriver, il avait migré dans la lobaire moyenne, avec un bout qui n'était absolument pas attrapable, il était complètement dans la lobaire moyenne, on n'a pas pu l'enlever, on l'a laissé en place, il a une artère en moins, mais on a débouché toutes les autres et il va très bien. Donc l'autre cause, c'est la migration trop distale qui fait qu'on ne peut pas l'attraper. Là aussi, il suffit de regarder la radio, c'est même pas la peine d'essayer. Ça, c'est des causes d'échecs qui sont des causes d'échecs partiels. C'est le porte-à-4 qui est en grande partie fracturé à certains endroits. Vous voyez ici, à la peau. Ça marche mon truc? Ouais. Hein, il est en 3 morceaux. C'est une procédure, c'est mes collègues qui l'avaient faite, qui a été assez laborieuse. Ils ont réussi d'avoir enlevé un petit bout. Quand ils l'ont emmené en veine fémorale, il a migré dans la paix, donc ils sont allés le rechercher dans la paix. Après, ils ont essayé d'attraper le dernier morceau et on voit qu'il n'a jamais été possible de l'enlever. Celui-là, il est resté en place comme ça. Donc là encore, c'est en fait parce qu'il est en partie extravasculaire. Voilà, donc les causes essentielles de non-retrait de porte-à-4, c'est le fait qu'il soit extravasculaire, qu'il soit endothélialisé, ça veut dire qu'il est en place depuis longtemps, ou qu'il est migré trop loin. Les ombrelles, les plugs, je ne vais pas insister beaucoup, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et tout a été dit. Moi, j'avais noté simplement un petit peu que dans notre expérience, c'est les migrations, il y a 2 aspects. Il y a la migration immédiate ou le repêchage immédiat, parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait, ce qui en général ne pose pas de problème. Ou alors on décide de ne pas le faire pour une autre raison d'indication chirurgicale, par exemple. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre aspect, c'est les migrations tardives, qui en fait sont rares, surtout si on a mis le bon matériel, en particulier si on a contrôlé avec une échographie avant de laisser sortir le patient. Dans la série du CCML sur les CIA larges, uniquement sur les CIA larges, pardon, il y a 4 migrations, il y a un petit peu plus d'1% de migration, avec 2 retraits en endo, 2 retraits chirurgicaux, qui je pense étaient plus des indications de chirurgie un peu volontaires que d'échecs de retrait. Les migrations tardives, alors le retrait, quand c'est immédiat, se fait en général soit sur place parce qu'on n'est pas content de la position, ou dans les cavités, n'importe où dans les cavités, vous avez pu le voir, j'insiste pas. Il faut du matériel de grosse taille, on l'a déjà dit. Si vous le prenez trop petit, vous n'arriverez pas à la rentrée, donc c'est une cause d'échec. La chirurgie, éventuellement, on en discutera. Et éventuellement, on peut s'aider du chirurgien si on a un problème au niveau de l'abord pour sortir le device. Hop. Ça fait des drôles d'images. Bon, j'avais mis 1 ou 2 images, on va passer très vite. Hein. Vous en avez vu assez. Une ombrelle qui se balade dans l'oreillette, qui a migré 48 heures après la mise en place, mais qui était probablement sous-dimensionnée. Et puis ça, c'est une ombrelle de PFO qui avait migré dans l'aorte 8 jours après la mise en place. Pardon. Alors, les coils. Les coils, on a dit que c'était facile à retirer, c'est vrai. C'est facile à retirer quand on fait de l'interventionnel, qu'on voit tout de suite partir le coil. En général, on sait où il est, on prend un lasso, on va le chercher, c'est pas un problème. Il y a un deuxième type d'accident qu'on peut voir, on en a vu 2 récemment, c'est des migrations de coil à distance chez des femmes qui ont eu des embolisations pelviennes.
Ça, c'est 2 patientes chez lesquelles on découvre, soit parce qu'elles ont eu éventuellement une petite douleur, ou soit sur une radio thoracique, cette masse métallique dans le poumon droit. Les 2 patientes, c'était au niveau du lobe inférieur droit. Puis dans l'histoire, on apprend qu'elles ont eu des embolisations pelviennes, et c'est donc des migrations de col. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les enlever? Comment? C'est une grande question. Alors, a priori, on aime mieux les enlever, et on se dit on va essayer de les enlever en percutané. On a essayé chez ces 2 patientes, on a réussi à attraper ce magma de coil de façon plus ou moins simple. La première, je crois qu'on avait réussi avec un lasso. La deuxième, il avait fallu faire le tour, revenir, le repêcher avec un lasso pour attraper le magma, et en tirant dessus, ça ne vient pas. Donc, ça fait mal. La malade dit, vous me faites un peu mal. Je dis, bon, d'accord, on va arrêter. Et après discussion, nos chirurgiens, dans les 2 cas, ont voulu les opérer. La première, ils ont été obligés de faire une lobectomie, comme pas un geste conservateur. La deuxième, dans cette maison quand même, ils ont fait une endartérectomie. Ils ont réussi à bien enlever la masse de coil avec un très bon résultat anatomique. Donc ça, c'est, là encore, la cause d'échec, c'est le caractère tardif. Si on s'en était rendu compte assez tôt, je pense qu'on aurait peut-être pu au moins les sortir de l'artère pulmonaire. Filtre cave, on en a parlé, je ne vais pas insister. Tout ce que je peux dire, c'est que les temporaires, on n'avait jamais eu d'échec jusqu'à ce filtre américain. Donc, le matériel américain, c'est peut-être pas toujours terrible. Les filtres définitifs, on en a enlevé, c'était avant la série que je vous ai donnée, on a dû en enlever 5, je crois. C'est un geste qui est toujours très compliqué, c'est des filtres qui peuvent migrer dans les cavités cardiaques, voire dans l'artère pulmonaire. C'est des gestes où il faut prendre plusieurs lassos, les attraper par un bout, par un autre. Alors, on y arrive, au prix parfois de complications. Il y a un patient chez lequel on avait eu un hémopéricarde, on avait fait une petite perforation à la jonction VCI oreillette droite, et il avait fallu l'opérer. Je me suis dit, on n'en voit plus, parce que je pense qu'on met très peu de filtres cave définitifs maintenant. Un truc un peu particulier qu'on a vu depuis quelque temps, c'est les implants contraceptifs. Il y a maintenant pour la contraception des implants qu'on met en sous-cutané chez des jeunes femmes, et puis il y a quelques-uns de ces implants qui sont probablement pas très bien mis en place, peut-être un peu près d'une veine, et qu'on retrouve dans l'artère pulmonaire. Ça a été décrit en Angleterre en particulier et en France. Nous, on a vu 2 cas. La localisation, dans les 2 cas, l'histoire est toujours la même. C'est d'un seul coup, on ne sent plus l'implant, on le cherche, et puis on s'aperçoit qu'il est dans la paix. Est-ce qu'il faut l'enlever? On aime autant l'enlever parce qu'il continue quand même à délivrer son hormonothérapie. Il y a une patiente chez laquelle ça s'est passé sans aucun problème. L'implant était en place, je ne sais plus depuis combien de temps, je crois que je l'ai mis plus loin. Et puis une deuxième patiente qui avait cet implant probablement depuis au moins 9 mois, qui voulait être enceinte, avait changé un peu d'avis, et il est évident qu'avec la décharge hormonale de cet implant, c'était probablement difficile dans ces conditions. Elle avait déjà eu une tentative d'extraction qui avait été un échec. On nous a demandé est-ce que vous voulez pas réessayer? On nous a dit on peut, mais s'ils n'ont pas réussi, il n'y a pas trop de raison qu'on réussisse. En fait, on l'attrapait très facilement par l'extrémité proximale, mais il était très certainement thrombosé et adhérent ici, et quand on tirait dessus, la malade avait mal, et on voyait un peu l'invagination de l'artère pulmonaire là. Je disais, bon, une chose, on arrête, et puis finalement, on l'a laissé en place. Le problème pour cette femme, ça va être le problème de la grossesse, parce qu'on considère, même si on ne sait pas très bien comment se fait la release de la drogue, qu'ils peuvent larguer encore pendant au moins 2-3 ans, je crois. Donc, à voir. Ça, c'est pour vous donner une petite idée de la statistique de ce truc. Là, actuellement, il y a un peu moins de 10 observations de publiées. Les succès, voilà, j'ai mis les délais. La première patiente, c'était 6 mois. Grossièrement, la deuxième, elle avait eu 18 mois avant. Et là encore, c'est toujours le même problème, c'est que plus on attend, plus c'est adhérent et moins on a des chances de l'enlever. C'est un petit peu basique ce que je dis, mais bon, on le met en évidence. Alors, je ne sais pas si vous serez amené à le rencontrer, mais peut-être. Je crois que, en tout cas, si on en fait le diagnostic, il faut
y aller vite pour essayer de l'enlever, parce que c'est quand même mieux de ne pas laisser ça à cause des conséquences hormonales. Qu'on bouche une petite artère pulmonaire, ce n'est pas forcément très grave, mais au niveau hormonal, c'est un peu plus embêtant. Autre chose que je voulais dire, c'est que dans cette maison, on a l'avantage d'avoir des chirurgiens qui sont quand même tout près de nous et qu'on peut très facilement travailler avec eux et que ça permet de faire des choses mixtes qui sont parfois très utiles. Ça, c'est un cas un petit peu particulier d'un patient qui avait eu une exploration vasculaire ailleurs avec une fermeture d'un point de ponction fémorale avec un angiocyle qui s'était compliqué d'une occlusion au point de ponction. Ils ont voulu le dilater, ils l'ont dilaté, l'angiocyle a migré et ils ont disséqué la ponction fémorale où avait été mis l'angiocyle. Donc on l'a pris pour traiter l'ischémie aiguë. En fait, notre chirurgien l'a abordé pour réparer la fémorale commune et on a repêché le fémocyle à l'aide d'une Fogarty sur guide et il l'a ressorti comme ça à son point de ponction. Ça a évité d'aborder l'artère poplitée. Donc collaboration parfois utile. Alors les échecs qu'on a rencontrés, grossièrement les voilà. Ce que j'ai appelé échec de retrait d'ombrelle, hein, c'est parfois un petit peu volontaire. L'opérateur pouvant dire j'essaye un peu, mais si j'y arrive pas, je vais vite passer la main au chirurgien. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'en dehors des ombrelles, la cause d'échec essentielle, c'est quand même l'ancienneté avec laquelle le corps étranger est en place. Et donc je pense que la leçon à en tirer, c'est que si vous constatez un corps étranger, il ne faut pas traîner, il faut essayer de l'enlever, même si on peut en enlever certains qui ont été là en place depuis très longtemps. Pardon. Il faut traîner le moins possible. Les autres facteurs d'échec, c'est le site en partie extravasculaire. La taille du device, c'est un élément important. Un de nos échecs, c'est ce stent, qui était un stent auto-expansif qui avait été mis sur une fistule, qui avait migré dans les cavités cardiaques, et le diagnostic avait été fait au moins 1 an après. Il n'a jamais été possible de l'enlever en percutané, malgré de multiples tentatives avec des lassos dans tous les sens. Le patient avait été opéré et chirurgicalement, on constatait qu'il était complètement incrusté à son extrémité distale dans le septum. Vous pouvez comprendre qu'on ne pouvait pas l'enlever par voie percutanée. Là encore, même chose, hein, c'est surtout le délai qui fait en sorte que c'est un échec. La deuxième chose, c'est que parfois on peut être embêté pour les sortir, et c'est là où on peut avoir besoin de l'aide des chirurgiens. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, j'imagine qu'il y aura plein de remarques. Oui. Vous avez montré un cas de thrombose d'artère fémorale après mise en place d'un angiocyle avec un essai d'angioplastie. Par voie contralatérale. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de non, faire ça. c'est une très mauvaise idée. Ah bon? Ah oui, oui. C'était pas nous qui l'avions fait. Non, on l'a récupéré après. Parce que le mécanisme... C'est des neuroradiologues qui ouais, ont fait ça. okay. Non, il ne faut surtout pas faire ça, la preuve. Je pense que c'est pour ça en partie pour ça que l'angiocyle a migré en poplité. Parce qu'ils sont allés jouer avec un ballon là-dedans, alors qu'il avait probablement simplement thrombosé sur son angiocyle initialement. Si on fait une thrombose d'angiocyle, c'est que l'angiocyle n'est pas bien. Oui, mais il peut être basculé. Bien sûr. Et que le collagène est dans la... Oui, mais il faut le confier au chirurgien. D'autres remarques ou questions? Jean-Yves? On a été confronté à une catégorie de corps étrangers, c'est les corps radiotransparents. J'en ai pas parlé, mais... Oui, mais comme tu as réussi, ce n'était pas des échecs. Oui, enfin bon, on a retiré. On peut être aidé par l'écho. Et ensuite, on peut aussi utiliser une technique de radio, c'est une soustraction mal faite. On voit apparaître le corps étranger, les extrémités. Et ça peut vous aider. On a été confronté sur 6-7 corps étrangers radiotransparents. On les a pratiquement tous retirés. C'est vrai qu'avec l'angiographie, ça permet de démasquer par transparence inverse. Finalement, les leçons des échecs, c'est que c'est pas tellement des problèmes techniques. On arrive toujours à s'en sortir par différentes méthodes, mais c'est des problèmes d'indication ou de matérialisation. De localisation et puis probablement de diagnostic tardif, finalement. Ce qui est logique. Hein. Pause.
Et on remarque que ça veut dire qu'il y a des cas... Il y a des cas où on devrait savoir dire non à l'extraction endovasculaire. Et si c'est le cas, est-ce que tu as quelques pistes à nous donner pour dire celui-là, j'essaye même pas? Sur les portes à 4, c'est ce qu'on l'a fait, oui. De dire, attends, là, il y en a la moitié qui est en dehors du vaisseau, il y a un nœud au bout, c'est pas la peine que j'essaye. Hein. Même si je l'attrape, il ne rentrera pas. Il y en a 2 ou 3 là, qu'on a fait opérer, qu'on a confié plutôt aux chirurgiens d'emblée que d'essayer de les retirer. Ok, bah merci beaucoup. On va faire la dernière petite pause qui sera assez courte, 5-10 minutes, pas plus, pour qu'on essaye de finir dans les temps.